Le 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne s'est tenu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 2017 est une année décisive pour les relations entre l'Union européenne et l'Afrique, 10 ans après l'adoption de la stratégie commune Afrique-Union européenne. Le sommet Union africaine-Union européenne marque une date et une occasion décisive pour renforcer les liens politiques et économiques entre les deux continents. Lors du sommet, les dirigeants africains et européens se sont penchés sur l'avenir des relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Ils ont mis l'accent sur l'investissement dans la jeunesse. Il s'agit là d'une priorité pour l'Afrique comme pour l'Union européenne, 60% de la population africaine ayant moins de 25 ans. D'autres priorités du partenariat Union européenne-Afrique ont été examinées aussi au cours du sommet, à savoir notamment la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, les migrations et la mobilité, l'investissement et le commerce, le développement des compétences, les créations d'emplois. Les chefs d'État et de gouvernement présents au 5e sommet Afrique-Union européenne ont condamné collectivement dans une déclaration les images qui ont montré la vente des migrants comme esclaves en Libye. Ils saluent les efforts des autorités libyennes et l'enquête qui a été ouverte. Les migrants qui le souhaitent doivent donc pouvoir rentrer dans leur pays d'origine. Ils appellent également à une action internationale pour accélérer la résolution de la crise libyenne. Signalons qu'en marge du sommet, le président Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara ont lancé les travaux du premier train urbain de la ville d'Abidjan. Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi 28 novembre qu'il voulait frapper les passeurs qui exploitent les migrants en Libye et a dénoncé les crimes incontestables de la colonisation européenne, entamant sa première tournée africaine. L'atmosphère était assez tendue suite à une attaque contre des soldats français et des manifestations dans la capitale burkinabé. Lors de son premier grand oral africain devant 800 étudiants de l'université de Ouagadougou, le président français s'est présenté comme le représentant d'une génération pour laquelle les crimes de la colonisation européenne sont incontestables, tout en relevant qu'il y avait eu aussi de grandes choses et des histoires heureuses dans ce passé. Emmanuel Macron a en outre annoncé qu'il allait proposer une initiative euro-africaine pour frapper les organisations criminelles et les réseaux de passeurs qui exploitent les migrants subsahariens en Libye. Il a également annoncé un soutien massif à l'évacuation des personnes en danger en Libye, qualifiant de crime contre l'humanité la vente de migrants comme esclaves. Le président a en outre pris mardi 28 novembre des engagements sur un dossier très sensible au Burkina. À l'issue d'un entretien avec le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, il a promis que tous les documents français concernant l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara en 1987 seraient déclassifiés. À l'occasion du Festival des Solidarités, le réseau africain de promoteurs et entrepreneurs culturels RAPEC et le Conseil d'élus des citoyens acteurs de la diversité ont organisé le 23 novembre dernier, dans le 19e arrondissement de Paris, une grande conférence débat sur le thème du rôle de la culture dans la prévention des conflits de tout genre, la place de l'entrepreneuriat culturel féminin dans la cité, les difficultés et succès. À cette occasion, M. John Haïté Dossavi, initiateur de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, Afrique, berceau de l'humanité, a présenté le projet dont le lancement a été fait le 22 janvier 2016 à Lomé au Togo. Le projet Afrique, berceau de l'humanité vise à imposer la date du 24 janvier de chaque année comme fête de célébration de l'humanité, à savoir fêter l'Afrique qui est reconnue comme le berceau de l'humanité. La Journée mondiale de la culture africaine est l'une des recommandations fortes issues du premier congrès panafricain sur le thème « La culture levier du développement en Afrique », organisé par l'ONG RAPEC, Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, en collaboration avec l'UNESCO. C'est une opportunité pour les Africains, les Afro-descendants, les passionnés et les amoureux de l'Afrique, ainsi que les différentes structures associatives et institutionnelles de participer à la valorisation et à la promotion des arts et à la culture africaine. Dans cet amphithéâtre de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, Emmanuel Macron, président de la France, a parlé à l'Afrique pendant 3 heures d'horloge, mardi 28 novembre 2017. Comme ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande,
Emmanuel Macron a fait son premier grand oral africain devant 800 étudiants burkinabés triés sur le volet. Sur la forme, le locataire de l'Élysée a réussi son exercice dans ce temple du savoir surchauffé, se faisant même applaudir quelquefois sur des sujets extrêmement délicats comme la présence militaire française en Afrique et le franc CFA. Sur le fond, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Mais comment croire à une telle affirmation quand il a égrené par la suite dans son discours une liste de dispositions économiques et sécuritaires pour ce continent, notamment pour les pays francophones. Emmanuel Macron n'a pas prononcé une seule fois le mot France-Afrique dans son grand oral de Ouagadougou. Il a néanmoins affirmé qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Qui parle justement de politique africaine de la France ne peut s'empêcher de penser à la fameuse France-Afrique. Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient pourtant promis au cours de leur mandat de mettre fin à ce système mafieux. Pour rappel, la France-Afrique, cette nébuleuse qui a la peau dure, est l'ensemble des relations personnelles, quelquefois même incestueuses, entre présidents français et africains depuis 1960. C'est aussi l'ensemble des mécanismes politiques, économiques, militaires et culturels qui permettent à la France de piller depuis toujours et en toute tranquillité ses anciennes colonies africaines. Son dispositif reste entier au plan économique et militaire en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Mali, en Centrafrique, en clair, dans toute l'Afrique francophone. Dans une rhétorique bien huilée, les envolées oratoires d'Emmanuel Macron, jeune président de 39 ans, ne pourront rien contre ce vieux système france-africain qui s'est d'ailleurs modernisé. La France n'est plus seule en Afrique francophone. Il faut donc adopter une nouvelle stratégie pour garder son hégémonie géostratégique. Alors, question toute simple. Est-ce que l'ancienne puissance coloniale peut-elle réellement se passer d'une politique africaine? Bien évidemment, la réponse est non, puisque la France a une stratégie ou une politique en Afrique. Ce qui pourrait peut-être changer avec Emmanuel Macron, c'est la manière d'exécuter sur le terrain cette politique qui reste la même. Et c'est à ce niveau que le système france-africain perdure. Il est plus raffiné, il est encore plus souterrain. Disons qu'il s'est adapté aux nouvelles donnes des relations complexes entre la France et ses anciennes colonies africaines. Contrairement à ce qu'a dit le professeur Alpha Condé, président de la Guinée et de l'Union africaine, qui s'est laissé emporter certainement par l'émotion après le discours de Macron, le cordon ombilical entre la France et ses anciennes colonies africaines n'est pas coupé. Ce n'est pas un discours qui va le couper, ce cordon, mais plutôt des actes concrets et courageux, comme par exemple l'abandon du franc CFA par les 15 pays africains qui utilisent cette monnaie qui rappelle encore malheureusement la colonisation. Quelques heures après le tir d'un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord, Pyongyang affirme mercredi 29 novembre avoir réalisé son objectif historique, devenir un État nucléaire. Après avoir assisté au lancement du missile Hwasong-15, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré avec fierté que désormais, nous sommes finalement parvenus à réaliser notre grande cause historique, l'achèvement d'une force nucléaire d'État. La Corée du Nord affirme par ailleurs que cet essai met la totalité du continent américain à sa portée. Le missile balistique intercontinental a été tiré vers l'est depuis la province du sud Pyongyang. Qualifié d'intercontinental par Washington, il serait tombé dans la zone économique exclusive maritime du Japon. Le Pentagone a précisé que le missile a volé sur 1000 km. Ce tir nord-coréen intervient 8 jours après la décision de Washington de réinscrire la Corée du Nord sur la liste noire des États soutenant le terrorisme. Un geste qualifié de grave provocation par les autorités nord-coréennes.
Peu après l'investiture du chef de l'État, marquée par des manifestations, le chef de l'opposition Raila Odinga a annoncé qu'il prêterait serment à son tour comme président du Kenya le 12 décembre prochain, jour de l'indépendance du pays. Le Kenya dispose depuis ce mardi 28 novembre d'un nouveau président et devrait en compter un second le 12 décembre prochain. Deux adversaires, deux camps ennemis, deux visions de la société dans l'unique costume de chef de l'État. L'investiture du président élu Uhuru Kenyatta ce mardi 28 novembre devant 60 000 personnes dans le stade de Kasarani pour un second et dernier mandat n'aura donc pas permis d'apaiser les plaies d'un pays au bord de l'implosion. La prestation de serment d'Uhuru Kenyatta, 56 ans, en présence d'une dizaine de chefs d'État africains, signe la fin d'une saga électorale marquée notamment par l'invalidation en justice de la présidentielle du 8 août, mais pas celle d'une crise politique qui a rappelé au pays ses profondes fractures ethniques, géographiques et sociales. Devant une foule colorée et très retenue de 150 000 personnes arborant des vêtements ethniques et agitant une nuée de drapeaux bimans et du Vatican, le souverain pontife a confié avoir longtemps attendu ce moment. Avant la messe, le pape très souriant a fait le tour du terrain de sport dans une papa mobile découverte, saluant une foule de jeunes majoritairement assises très sagement à même le sol. Entamant son homélie sous forme d'hommage aux fidèles, il a humblement déclaré « Je suis venu comme un pèlerin pour vous écouter et apprendre de vous, et pour vous offrir quelques paroles d'espérance et de consolation. » Très ému par la première visite d'un pape dans le pays à majorité bouddhiste, de nombreux catholiques, 20% de la population, ont passé la nuit dans l'immense terrain de sport où s'est déroulée la messe dans le centre de Rangoon, la capitale économique. Le pape a lancé un appel au pardon, même si en Birmanie, beaucoup portent les blessures de la violence, qu'elles soient visibles ou invisibles. Ce pays d'Asie du Sud-Est est en proie depuis des décennies à des guerres civiles dans plusieurs régions et est secoué depuis 3 mois par de graves violences dans l'Ouest qui ont poussé plus de 620 000 musulmans Rohingyas à fuir. Les officiels britanniques ont confirmé que le cadet des princes de Galles et l'actrice américaine se diraient oui dans les mois à venir. Le prince Harry a informé sa grand-mère, la reine Elisabeth II, ainsi que le reste de la famille royale de cette décision. Le communiqué précise par ailleurs que le couple s'installera à Nottingham Cottage, dans l'enceinte du palais de Kensington. Via le compte officiel du palais de Kensington, qui représente la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, et le prince, le frère aîné d'Harry, le couple s'est réjoui de la nouvelle. Nous sommes très excités pour Harry et Meghan. Ça a été merveilleux d'apprendre à connaître Meghan et nous sommes ravis de voir leur couple heureux. La reine d'Angleterre et son mari, le duc d'Édimbourg, ont également réagi à l'annonce du mariage. Le couple royal s'est déclaré enchanté, souhaitant tout le bonheur à Meghan Markle et au prince Harry. Âgée de 36 ans, Meghan Markle est une actrice et mannequin américaine qui s'est notamment fait connaître par son rôle dans la série humoristique Suits, où elle incarnait Rachel Zane. Elle est le fruit du métissage entre son père, Thomas Markle, et sa mère, Doria Randland, d'origine afro-américaine. Elle est officiellement avec le prince Harry, 33 ans, depuis fin 2016. Quelques minutes après l'officialisation des fiançailles et du mariage à venir, la première ministre britannique Theresa May a félicité le couple. Je tiens à offrir mes plus chaudes félicitations à son Altesse royale, le prince Harry, et à Meghan Markle pour leur fiançailles, a-t-elle déclaré.
Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.